Je vous le disais aussi, on va partir un petit peu à l'étranger pour voir comment ça se passe. Avant de vous présenter nos prochains invités, regardez le genre de scène auquel on peut assister en ce moment même à Tel Aviv. Bonjour, nous sommes dimanche 21 février et donc une nouvelle étape dans le déconfinement et retour à la vie à la normale en Israël. L'ouverture donc des magasins dans Tel Aviv, toujours en fonction des règles sanitaires, avec évidemment l'affiche à l'entrée des magasins. So good, so good, I gotta you. Voilà, ça déconfine tout doucement en Israël et ça chante même. C'est Miki Attal qui nous a envoyé ces images. Bonjour, merci d'être avec nous en direct de Tel Aviv. Vous êtes franco-israélien, vous avez 47 ans, cela fait 23 ans que vous vivez en Israël. Vous êtes kinésithérapeute et vous avez été au cœur du dispositif de vaccination parce que vous avez été réquisitionné pour gérer un centre. On vient de le voir, l'avenir s'annonce plus rose de votre côté, on peut le dire, et on en reparlera avec vous évidemment. Lucie Paye est également avec nous ce soir. Vous habitez à Londres, vous êtes écrivain, vous avez 45 ans. On sait que la situation au Royaume-Uni a été très tendue. Plus de 120 000 morts depuis le début de l'épidémie. Boris Johnson vous a présenté il y a quelques jours un plan de déconfinement par palier, avec même un retour à la normale prévu pour fin juin. J'imagine que ce genre d'infos fait du bien au moral parce que vous avez quand même vécu une situation extrêmement anxiogène pendant de très longs mois et vous allez aussi nous raconter tout cela. Nicolas Galmiche est également avec nous. Alors, on est en direct avec vous depuis Suzhou, je crois. Je ne sais pas comment le prononcer. Suzhou, ville de 8 millions d'habitants dans la banlieue de Shanghai. Vous avez 35 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes ingénieur, vous vivez en Chine depuis plus de 10 ans. Là-bas, le virus semble à peu près maîtrisé, mais les autorités sont sur le qui-vive. Au moindre cas détecté, dès que ça repart, on resserre tout, si j'ai bien compris en préparant cette émission. Vous nous direz si c'est une méthode qui vous va. Avec nous pour échanger ce soir, Olivier Cadic, bonsoir. Vous êtes sénateur Union centriste représentant les Français établis hors de France. Vous êtes vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et Jean-Yves Lecomte, bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France également. Vous êtes secrétaire de la Commission des Affaires européennes et membre de la Commission des lois. Bon, Miki Attal, ça y est, vous respirez ? On respire un peu plus. Bonjour à tous déjà. Nous sommes arrivés au stade de 50% de la population qui a déjà au moins reçu la première dose. Et puis surtout, cette population qui était très à risque de plus de 60 ans, qui est déjà vaccinée à plus de 90%. Alors c'est vrai que nous avons en plus de très bons résultats qui arrivent grâce au vaccin Pfizer. Juste pour vous en donner 2, si avant la vaccination, eh bien, les personnes de plus de 60 ans représentaient plus ou moins 70% des personnes hospitalisées, ben aujourd'hui, ce sont les moins de 60 ans qui sont le plus hospitalisés dans les centres hospitaliers en Israël. Et puis cette dernière info qui est arrivée hier soir par une étude qui a été faite entre Israël et l'université d'Harvard, avec d'excellents résultats pour le vaccin Pfizer, puisqu'une diminution par rapport sur un groupe de 600 000 personnes, une baisse de 94% des cas d'infection après la deuxième dose, et puis d'une baisse de 92% des maladies graves. Alors, donc ce sont vraiment de très très bons résultats. Voilà, ça ce sont les chiffres. Moi j'aimerais avoir votre ressenti. Est-ce que vous êtes optimiste aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes soulagé ? Est-ce que vous en avez bavé aussi ? Quel est l'état d'esprit, votre état d'esprit et ceux de vos concitoyens en Israël ou des Israéliens d'ailleurs en général ? Alors, un optimisme très très prudent. C'est vrai que la campagne de vaccination qui a été vraiment très intense permet, si vous voulez, on vient d'avoir là depuis quelques jours une ouverture des commerces, des marchés, donc on a l'impression de ressentir un retour, un semblant de retour à la normale. Mais une certaine crainte malgré tout, parce qu'il y a des variants, parce qu'il y a des mutations qui peuvent arriver, parce que l'aéroport est totalement fermé, y compris pour les citoyens israéliens. On voit bien que même si les choses commencent à rouvrir d'une certaine façon, un grand point d'interrogation malgré tout sur le futur qui arrive. Donc tout cela se fait de façon très très progressive.
Malgré tout, ceci dit, un retour à la normale et un retour au quotidien fait du bon au moral. Donc voilà, on est en attente de savoir ce qui va se passer. Un petit rebond des chiffres Bien sûr. d'ailleurs ces derniers jours qui fait craindre un petit peu la remontée des infections, mais malgré tout une baisse des hospitalisations. Niki Donc Attal, on est un peu quel entre les regard vous deux. portez sur la façon dont ça se passe en France? J'imagine que vous avez des retours, vous avez peut-être encore des contacts ici en région parisienne, en France. Quel regard vous portez sur notre façon à nous de gérer cette crise sanitaire? Je pense déjà les systèmes français et les systèmes israéliens sont bien différents à la base. Le système français et le système européen sont des bons systèmes, hein. Quand même à envier que beaucoup de pays peuvent envier. Malgré tout, je pense un manque d'anticipation qui a eu lieu dans cette crise-là, notamment au niveau des commandes des doses et des accords avec les entreprises pharmaceutiques. Et je pense que de là a découlé un certain retard également au niveau de la logistique. Alors, c'est un peu regrettable. Je pense que ça se paye malgré tout. Et on voit même ici que le nombre de personnes, tant qu'elles ne sont pas vaccinées, ben, ça augmente effectivement les dangers sanitaires. Il y a le passeport vert qui est en place chez vous, c'est ça? Il y a le passeport vaccinal qui est en place. Alors voilà, les petits commerces, eux, bon, tout le monde peut y rentrer avec quand même un insigne violet à l'entrée du magasin pour bien signifier que les restrictions sanitaires doivent s'appliquer, mais un passeport vert qui est déjà depuis 2 3 jours sur nos smartphones, qui permet à toute personne qui a été vaccinée 2 fois, Ouais. puis une semaine ensuite, puisque c'est le protocole vaccinal pour avoir le maximum de protection immunitaire, de pouvoir entrer, mais dans des endroits bien précis, comme des salles de sport, des concerts, des théâtres, des endroits où on peut limiter le nombre de personnes. Si tout va bien dans 2 semaines, ça sera autour des grands restaurants, conférences, expositions, qui pourront eux aussi peut être accessibles grâce à ce En passeport parler vert. en plateau avec les élus de la Haute Assemblée parce que ce passeport vert, ce passeport vaccinal, typiquement en France, ce serait très compliqué de le faire accepter. Ça a peut-être été accepté en Israël, mais c'est un sacrifice que peut-être ne voudraient pas faire les Français ici. Olivier Cadic. Et on le voit quand on a discuté, ne serait-ce que de l'appli Stop Covid, la difficulté que l'on a de faire émerger de telles applications en France. Il y a beaucoup de réticences. Vous le regrettez? Vous vous dites qu'on n'est pas prêt à faire des sacrifices, on a tort parce que là on est face à un virus. Ce qui est vraiment formidable avec l'approche que vous avez là ce soir, avec de recueillir ce que vivent les gens sur le terrain dans des conditions différentes. Faut quand même comprendre que chaque pays est organisé de façon différente. Là, on parle d'Israël qui est quand même une population où les gens sont quand même très solidaires, ils sont proches. Le territoire, d'un point de vue, ça représente à peu près comme la Gironde en termes d'espace. Donc, si on parle de logistique, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques. Mais chaque pays est différent, a une culture différente. Et par rapport à ça, il y a vraiment une solidarité. Israël, pour moi, c'est un merveilleux laboratoire. Donc, ils sont les plus avancés en termes de vaccination. On doit vraiment observer comment ils font. Maintenant, regardez ce que vient de nous dire M. Attal. Il a dit les aéroports sont totalement fermés. Ils arrivent aussi à se fermer à l'extérieur. Ça, c'est un sujet sur lequel on aurait de grosses difficultés en ce qui nous concerne. Jean-Yves Lecomte, comment vous voyez ce regard d'un franco-israélien pour qui le retour à la normale est proche, contrairement à nous? En tout cas, effectivement, la situation d'Israël est un peu particulière et il nous envoie de bonnes nouvelles. Parce que même le gouvernement israélien a un peu vendu avec les accords avec les laboratoires comme faites-le chez nous et on pourra avoir un certain nombre de choses. Parce que je rappelle qu'il y a 2 mois, on ne savait pas si le fait d'être vacciné, au-delà du fait qu'on était protégé sur les effets de la maladie, si ça réduisait ou pas la contamination. C'était un pari. Et donc en réalité, le message qu'on nous envoie aujourd'hui, c'est de dire il semble que effectivement ça marche. Et que lorsqu'on est vacciné, en tout cas, il y a beaucoup moins de contamination qui se fait. En gros, ils ont accepté d'être des cobayes pour nous. Donc, ils ont accepté. Et de payer 3 fois le prix du vaccin. Ils l'ont fait. C'est aussi plus facile quand on est un nombre assez petit de population, parce qu'il est bien évident que c'est pas 300 millions de doses. On le voit, c'est difficile à produire. Là, on a des sujets de production, de capacité de production et de transport. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis bon, ce sont des maîtres en logistique. Mais ce sont des bonnes nouvelles, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut envisager ça. Pour autant, on doit s'inspirer du passeport vert, de la fermeture de l'aéroport. Alors après, sur la question du passeport, maintenant qu'on sait
que probablement avoir été vacciné baisse la contamination ou l'annule. Enfin, on ne sait pas exactement, mais on soit ça. On peut se dire que ça peut être légitime. Si tout le monde est vacciné, on peut déjà beaucoup plus circuler. Maintenant, la deuxième chose, c'est l'égalité. C'est-à-dire que sans forcer à la vaccination, on ne peut pas donner le droit à ceux qui ont eu la chance de se faire vacciner de voyager et aux autres de dire restez confinés. Enfin, moi, je pense aujourd'hui, franchement, je veux dire, aujourd'hui, ceux qui ont été privés d'amphi, en particulier les étudiants, depuis 1 an en France, sont les derniers qui seront vaccinés. Moi, je trouve que c'est 2 fois anormal. Miki Attal, ça a été en plus, facilement... ils n'auraient pas le passeport. Donc là, Miki Attal, la vaccination, le passeport vaccinal, tout ça a été accepté facilement par l'opinion publique, où il y a eu quand même des réticences, et notamment le sentiment d'être un peu des cobayes. Eh bien, il y a eu des réticences au début parce qu'un nouveau vaccin, une nouvelle méthode, et ce n'a pas été si évident que ça. Alors évidemment, une grande campagne d'explication, beaucoup de clips avant les journaux télévisés, beaucoup d'explications, une grande campagne télévisée à ce niveau-là, et puis les hommes politiques qui se sont fait vacciner en direct, c'est pour donner l'exemple. Mais je pense que le bouche à oreille a énormément aidé la crainte des effets secondaires, qui est la première crainte d'ailleurs en Israël, puisque les personnes qui sont réticentes, c'est encore la première chose qui fait craindre aux gens de se faire vacciner. Eh bien, simplement le bouche à oreille qui a fait que son voisin, n'ayant pas d'effets secondaires, eh bien, c'est tout simplement à créer un véritable entrain dans la population. Alors, au niveau, c'est vrai, par rapport à la France, je pense, au niveau des restrictions et des libertés, il y a un débat qui commence à poindre ici en Israël, notamment autour de la gestion de l'aéroport et des libertés individuelles. Alors au niveau du passeport vert, il faut dire que le ministère de la Santé et la santé en général est basé sur un système égalitaire. Il faut bien préciser que ce sont non seulement les personnes vaccinées et puis les personnes qui étaient anciens malades du corona, mais également les personnes qui se sont faites tester 72 heures à l'avance, qui auront le droit de rentrer dans un théâtre et dans un concert. C'est très important. Par contre, au niveau de l'aéroport, là, au niveau des libertés, ça pose un grincement de dents dans le pays, puisqu'il y a des gens qui sont carrément coincés à l'étranger, qui n'arrivent pas à rentrer. Donc au niveau des libertés, il se peut qu'il y ait des problèmes juridiques qui soient envisagés. On va aller du côté de Londres à présent avec vous, Lucie Paye. Là-bas aussi, je crois qu'on commence à respirer un tout petit peu. On voit un peu le bout du tunnel. Je crois qu'on parle de réouverture d'écoles. Et ça n'a pas été simple. Racontez-nous. Alors, pour rebondir sur la question que vous posiez à Miki Attal, par rapport à la France, nous, vu d'ici, on envie la France terriblement. Parce que j'ai par exemple 2 enfants qui n'ont pas été à l'école depuis le 11 décembre. Donc ça fait très très long. Enfin, lundi, en effet, Boris Johnson a fait une annonce. Les écoles réouvriront le 8 mars. Alors de façon progressive, avec un système de tests. Mais je dois dire que la situation est vraiment douloureuse. Elle est dure et elle donne lieu à beaucoup de souffrance parmi les enfants et aussi parmi les adultes. Parce que c'est un confinement dur avec une ambiance en plus qui devient désagréable parce que les gens deviennent paranoïaques. Il y a une campagne un peu difficile, je trouve, de culpabilisation qui incite un peu les gens à la délation, comme dans toutes ces périodes tendues. Les gens réagissent de façon extrême et les natures se révèlent avec le bon ou le mauvais. Donc, je dois dire que oui, période très dure avec beaucoup de gens qui s'effondrent et pas seulement parmi les moins privilégiés. Je dirais que tout le monde est touché. Alors évidemment, on pense aux moins privilégiés, on se dit que c'est absolument catastrophique et même quand on est privilégié, on trouve ça très dur. Ça veut dire que vous auriez préféré vivre cette période en France, très franchement? Très franchement, oui. Et la vaccination? Oui, alors la vaccination est l'énorme espoir. Donc 16 millions, je crois que 16 millions de personnes vaccinées ici. Alors attention, 16 millions qui ont reçu une dose, sachant que l'Angleterre a pris un pari complètement différent, qui est de dire on va, pardon, il y a des travaux, j'espère que vous ne les entendez pas. C'est pas grave. Allez-y, on vous entend. De dire on fait la première vaccination, la première injection, et 8 à 9 semaines plus tard, on fait la deuxième injection. Donc c'est un pari complètement différent de celui de la France. Heureusement, et ça on le savait pas quand le pari a été pris, heureusement il s'est révélé que la première injection donne déjà une certaine immunisation, donc immunité, pardon, immunisation. Et voilà, mais donc ça c'est un espoir et tout le monde se raccroche à ça. Mais le déconfinement n'est pas terminé, c'est-à-dire c'est un immense espoir de voir les enfants retourner à l'école le 8 mars. Alors attention, pas les étudiants d'université, juste seulement le primaire et le secondaire, mais les adultes restent confinés
jusqu'au 29 mars où ils pourront en extérieur être par groupe de 6. Il faudra attendre encore le 12 avril, les boutiques non essentielles réouvriront. Donc c'est encore le 29 mars, le 17 mai, on aura le droit d'inviter 6 personnes chez soi. Je vais Voilà, faire donc c'est très réagir progressif avec les 21 élus. juin comme horizon. Je vais faire réagir les élus sur ce plateau. Jean-Yves Lecomte, quelque part, on se console un petit peu quand même en voyant que, vous voyez, cette Française qui vit à Londres aurait préféré vivre cette crise ici. Enfin, moi, je me console pas en l'écoutant d'abord parce que sur les écoles, Évidemment. c'est terrible et c'est à peu près la moitié des écoles françaises à l'étranger. Mon fils n'est pas allé, enfin sur 12 mois, mon fils est allé 2 mois à l'école. Il est scolarisé en Pologne. Et beaucoup de choses qui étaient évoquées par Lucie, je les perçois aussi, enfin dans ma vie quotidienne. Donc, Mais ça permet de même si- relativiser les critiques qui ont lieu ici sur notre de toute façon de façon, gérer la crise sanitaire. tout le monde a fait des erreurs. Et ce qui est encore pire, c'est de voir que finalement la Grande-Bretagne a fait des erreurs, mais avait aussi des capacités. Si c'est le variant britannique et pas le variant d'un autre pays, c'est parce que ils ont la meilleure capacité de séquençage du monde. Et c'est bien, ils l'ont vu avant les autres. C'est pas qu'ils l'avaient avant les autres, c'est qu'ils l'ont vu avant les autres. Et heureusement, sinon ça s'appellerait pas le variant britannique. Voilà, tout le monde a fait des erreurs. Moi, je reconnais au gouvernement français beaucoup d'improvisation, mais aussi deux lignes rouges qui n'ont pas apparaît le premier confinement, pas avoir fermé les écoles, compte tenu de ce que ça pèse, de ce que ça fait ça pèse sur les enfants, sur les effets psychiatriques que Et ça on a. l'entend C'est encore ce terrifiant, soir, hein. c'est terrifiant. Et la deuxième chose, c'est de ne pas avoir, alors peut-être qu'on aura l'échange après avec la Chine, de ne pas avoir de tests qui engendrent une quasi-privation de liberté totale. Parce que je vois aussi des pays où ça se fait, et où il y a des effets de contournement qui font que les gens, quand ils sont malades, ne vont pas voir le médecin, et ils restent chez eux pour pouvoir éventuellement, en cas d'urgence, pouvoir continuer à travailler. Et ça, c'est terrible. Lucie Pey, comment ça se passe les tests chez vous? Alors, en effet, très difficile de se faire tester, très mystérieux comment on se fait tester. On est censé ne pouvoir se faire tester que si on a des symptômes. Donc, si on a un doute ou qu'on veut aller voir une personne chère qui est une personne à risque et qu'on préfère se faire tester avant, pas possible. Ensuite, il y a des circonstances si on doit voyager en urgence. Alors, voyager est devenu très compliqué, c'est un autre sujet, et qu'on ressent très difficilement, nous ici, surtout vis-à-vis de la France, parce qu'à cause du Brexit, on vient de sortir de la zone européenne, donc bon, c'est un autre sujet, mais dans ce cas-là, si on doit voyager avec un motif impérieux, on est obligé de faire le test dans le privé. Le coût est entre 120 et 140 euros, pounds, excusez-moi, livres sterling. Donc c'est extrêmement coûteux. On a l'impression en plus que seuls les riches peuvent voyager ou se faire tester. Olivier Cadic, que vous inspire cet exemple britannique qui effectivement effraie un peu, et on entend la souffrance de cette Française qui vit à Londres. Hein. Bien, moi, je vis dans le Kent. Je vis à Canterbury. Donc la problématique qui est exprimée par Lucie, je la vis à l'envers, puisque moi aujourd'hui je suis à Paris et je ne peux plus rentrer chez moi depuis le 23 décembre. Donc Lucie, je vous confirme que c'est mieux de passer cette période ici que là où vous êtes. Je vous le confirme doublement, puisque je connais beaucoup de Français qui sont partis pour Noël et qui ne sont toujours pas revenus, compte tenu du contexte, puisque effectivement ça s'est complètement confiné et que ça ne donne pas vraiment envie de retourner quand on est en France. La période est très anxiogène. Je suis en contact, vous l'imaginez bien, en permanence avec les Français du Royaume-Uni. Cette sensation de plus pouvoir revenir librement en France, je la comprends et je la partage. Sachez que aussi le gouvernement britannique, puisque j'ai interrogé l'ambassadeur du Royaume-Uni la semaine dernière ici, en lui disant mais c'est quand même incroyable, ne serait-ce que pour faire un aller-retour de 48 heures, ce qui est pour beaucoup de Français, on vit sur 2 pays, donc il faut permettre quand même de trouver une solution. Il m'a clairement dit que l'objectif c'était d'empêcher tous les allers-retours à court terme. Donc c'est ce qui fait que moi je suis obligé de louer pour quelques mois en attendant que la situation s'améliore, et le gouvernement a donné quelques dates au mois de juin où on pense qu'on pourra à nouveau, on l'espère, recirculer. Ça a été dit pour les vacances. Mais vous avez vu aussi que 11 ministres ne se mettent pas d'accord pour savoir si on pourra aller en vacances cet été, librement ou pas. On est face à cette anxiété que l'on a. C'est lié au fait qu'on a une totale incertitude
sur l'avenir, avec le problème du Brexit qui vient se rajouter. Et donc, la situation est vraiment très anxiogène. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse quand même retrouver une façon d'aller et venir. Parce que la soupape, c'est effectivement de pouvoir revenir en France si on le souhaite. On va aller en Chine maintenant, on va rejoindre Nicolas Galmiche. Vous êtes près de Shanghai, autre lieu, autre ambiance, autre heure aussi. Je crois qu'il est aux alentours de 22 heures à Suzhou, là où vous vous trouvez. Là-bas, on ne plaisante pas avec le virus. On ne plaisante pas avec le virus en Chine. Vous vivez donc dans la banlieue de Shanghai. Et est-ce que vous revivez normalement, vous? Comment ça se passe là-bas? Oui, la Chine revit normalement déjà depuis plusieurs mois quand même, hein. Fin de l'année dernière, donc les restaurants, les commerces avaient commencé à rouvrir. Ça avait commencé à rouvrir même plus tôt que ça, on va dire à peu près été 2020. Les Chinois ont été quand même assez prudents sur la réouverture. C'est-à-dire qu'ils ont quand même pris leurs précautions. Donc ça n'a pas été une réouverture à 100% tout de suite. Ça a mis du temps, mais en septembre-octobre 2020, tout le monde vivait normalement. Et donc, par contre, c'est vrai qu'on a tous ces contrôles, comme on parle juste avant du passeport vert, dans toutes les zones publiques où on doit se rendre, on est obligé de montrer ce passeport vert pour montrer qu'on a été ni en contact ou dans le passé ou ni dans des zones à risque avant de pouvoir rentrer dans un lieu public, en fait. Parlez-en peut-être plus précisément justement de ces contrôles. Qu'est-ce que ça veut dire? Les autorités sont partout, elles sont sur le qui-vive, vous vous sentez surveillé? Il y a beaucoup de fantasmes autour de ce qui se passe en Chine, pardonnez-moi. Non, Donc... ouais, voilà, faut pas dramatiser la situation non plus ici. Donc en fait, ce qui se passe, c'est depuis l'année dernière, environ février-mars, en fait, on a ce passeport vert qui a été mis en place en Chine. Donc, c'est simplement deux applications, donc une application qui va retracer où vous avez bipé les villes dans lesquelles vous avez bipé les 14 derniers jours. Ceci pour contrôler juste qu'on n'a pas été dans des zones à risque. Et on a une deuxième application qui va nous montrer un code de couleur, donc vert si on n'a pas été dans des... même en contact, par exemple, avec des personnes à risque. Orange, si on a potentiellement été infecté, et rouge, ça veut dire qu'on doit partir en quarantaine. Donc ce système-là, il faut savoir qu'il a été très bien reçu par les Chinois parce que c'est un sentiment de sécurité. Vous rentrez dans un commerce, vous vous rendez dans un train, dans un avion, vous savez que les gens qui montent dans ce train ou cet avion, à part les risques des asymptomatiques qui n'ont pas été détectés, mais vous avez quand même 80% de chances que personne ne soit infecté. Donc, si vous voulez, ça donne beaucoup ça rassure énormément les gens, en fait. Donc vous, si on vous comprend bien, ça vous va, cette méthode, ça vous va, ce fonctionnement. Le vaccin, on en est où? Il y a 2 vaccins chinois, je crois. Est-ce que vous vous êtes fait vacciner sur place par le vaccin chinois? Est-ce que vous en avez envie ou pas du tout? En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, donc la vaccination en Chine, comparée à Tel Aviv, on est à un ratio qui est beaucoup plus bas que ça, parce qu'on est en train de parler, je crois, de 40 millions de vaccinations aujourd'hui, sur un pays qui a une population d'environ un peu plus d'1 milliard. Donc, ça reste un petit pourcentage, et c'est concentré aux zones à risque. C'est-à-dire, c'est le nord de la Chine qui a été priorisé. Donc nous, aujourd'hui, Shanghai, Suzhou, on n'a pas accès et le vaccin chinois, ça vous dirait ou pas? C'est une bonne question. Après, voilà, nous, on reste une famille qui est... ma femme est chinoise, moi, je suis étranger. Pour des raisons de compréhension et de gestion en cas de problème, c'est vrai qu'on va préférer attendre d'avoir le vaccin européen qui devrait arriver d'ici, normalement, 2e trimestre. Ah tiens, donc la confiance a des limites. Olivier Cadic, on entend bien que bon, le système lui va, c'est quand même pas le bagne apparemment, d'après ce qu'il décrit. En revanche, le vaccin chinois, bof. Mais là déjà, sur l'appli, on peut comprendre que ça convienne aux Chinois. Ça, c'est typiquement quelque chose qui serait absolument inacceptable pour beaucoup en France. C'est une liberté individuelle. Jean-Yves vient d'en parler précédemment par rapport au passeport vert. Et donc, on voit la difficulté avec le stop Covid. Mais c'est tout ce qui fait la différence, justement, entre le fonctionnement de la Chine et cette culture et la nôtre.
Ça, c'est, je pense, incompatible. Ensuite, la question de la vaccination, c'est une problématique de confiance, effectivement. Certains n'ont pas confiance dans ce vaccin. Ceci étant, ils en font une véritable arme géopolitique actuellement, les Chinois, puisqu'ils vont vacciner avec ce vaccin dans certains pays, par exemple d'Afrique. Maintenant, regardons, est-ce que vraiment ils ont confiance eux-mêmes dans le vaccin? Ils demandent quand même à leurs citoyens, qui par exemple sont aujourd'hui en Afrique du Sud, de faire 2 semaines de quarantaine avant de prendre l'avion pour la Chine, et ensuite 3 semaines à l'arrivée. Donc, je veux dire, ils ne sont pas eux-mêmes dans la technique de dire on va vacciner les gens avant de les faire rentrer. Non, ils sont toujours dans la technique de bloquer, de faire des quarantaines. Et notre problème principal aujourd'hui, parce qu'on parle de vaccins, on l'a vu par exemple pour Israël, le problème c'est que les gens puissent circuler. C'est parce que là aujourd'hui, ce que l'on voit de plus en plus, c'est des pays qui se referment, qui remontent les frontières. Et donc, éventuellement, on va vacciner dans notre pays, mais ensuite, pour circuler, aller et venir, c'est là qu'est l'enjeu. Et pour nous qui sommes des citoyens du monde, c'est là, aujourd'hui, le vrai challenge pour les mois à venir, c'est de revenir à cette situation où les gens peuvent circuler, parce que c'est ce qu'ils veulent. Jean-Yves Lecomte. Je pense qu'il s'il y a une chose qu'on doit retenir de ce qui est dit c'est de cibler là où il y a un problème. Ce qu'à l'évidence, on n'a pas fait en France depuis le début. C'est quand même assez terrifiant de voir que quand il y a un problème sur la Moselle, on préfère faire une moyenne de contraintes aux libertés pour tout le monde plutôt que de cibler là où il y a une difficulté. Même chose sur le vaccin. Même si vous avez eu de la chance de ne pas être séparés lorsque la pandémie est arrivée en Chine. Parce que j'ai eu énormément d'interventions à faire sur des familles qui ont été séparées très longtemps, et où il a fallu intervenir pour pouvoir que d'abord il y a un principe général d'acceptation que même des conjoints des Français conjoints de Chinois puissent rentrer en Chine, avoir le droit d'entrer en Chine, avoir le droit de faire une quarantaine. Donc il y a eu quand même de grosses difficultés à certains moments. C'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre et qu'on aimerait bien pouvoir revivre en Europe comme on semble revivre en Chine. Mais j'ai encore des témoignages assez prégnants de gens qui en ont beaucoup souffert de cette séparation et des conséquences pour leur famille et pour leur emploi parce qu'ils n'ont pas pu revenir dans le pays à cause de la pandémie. Alors vous pointez ce qui ne va pas, Nicolas Galmiche, peut-être pour conclure sur votre situation, vous dites la France devrait tirer quelques leçons de ce que la Chine a fait? Ouais, voilà. Par exemple, on revient à ce passeport vert, ces histoires de liberté. Maintenant, si on retourne le problème et qu'on ne met pas ça pour limiter la liberté des gens, mais si on mettait en place un passeport vert en disant aujourd'hui aux restaurateurs, aux commerçants, vous pouvez réouvrir dans le cas où vous vous assurez que les clients qui rentrent dans le restaurant ou dans le commerce sont pas des personnes à risque, est-ce que ça ne permettrait pas aussi de redémarrer beaucoup plus vite? Parce que là, on est quand même assez enlisé, je pense, en France, et il y a aussi beaucoup de gens qui en souffrent là-bas. Ouais, des comparaisons internationales très intéressantes. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette émission, à ce dialogue citoyen, et même de très loin parfois, à d'autres heures. Dialogue citoyen qui va continuer. On va maintenant s'intéresser à ceux qui souffrent non-stop depuis 1 an, qui n'ont quasiment pas eu d'activité, dont le secteur est complètement arrêté. Ce sont des secteurs qui ont été qualifiés de non essentiels. Je pense au sport, je pense à la culture, je pense aux loisirs. Leur ressenti après 1 an de Covid, on va en parler très directement avec eux dans un instant. D'abord, on va repasser voir Marie Brémaud en coulisses. Des moments forts dans cette partie de dialogue citoyen, Marie. Oui, avec un moment fort en particulier qui permet de relativiser un petit peu notre situation en France avec le témoignage de Lucie Pay, cette Française qui habite à Londres, qui nous a témoigné d'une situation très dure avec beaucoup de souffrance, car il y a en Grande-Bretagne un confinement qui dure avec des écoles qui vont enfin rouvrir mais qui sont fermées depuis le 11 décembre. Et Lucie Pay qui nous a tout simplement avoué qu'elle aurait préféré passer cette période avec ses 2 enfants en France et que vu de Londres, Paris a pris une bonne décision en laissant les écoles ouvertes. Et ça, c'est bien de l'avoir en tête aussi chez nous avec la réponse du sénateur centriste Olivier Cadic qui lui habite dans le Kent mais qui ne peut plus y retourner justement à cause de ces restrictions de liberté et qui dit qu'il portait cette voix des Français coincés à l'étranger auprès des autorités françaises et britanniques notamment en espérant que quand la campagne de vaccination aura un peu plus démarré,
démarrer, eh bien, la liberté de se mouvoir pourra reprendre dans l'Union européenne et au-delà, et que eh bien, justement, les familles françaises séparées pourront se retrouver, on l'espère, bientôt. Merci beaucoup Marie d'avoir repris ces quelques moments forts dans cette deuxième partie de Dialogue citoyen. On va passer à la...